Batata, Bilenge à Congo, Mbote Nabino Banso, Mbote Lisusu, Lelo nde lelo, Ngonga ekoki, Suka na suka lelo tokutani, Suka na suka lelo tomonani, Bosenga kingai, Nati alibaya. Est-ce que bolingi toti alibaya? Toti alibaya. Nalingi asenga bino na ndenge bofandi wana. To simba mboga na biso. Bendera ekwe ate. Mutu na mtu azana responsabilité. Na ye ngana kozwa ya ngai. Bino pe bozwa ya bino. Nandenge tozana batu, tozana bapaya. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, na osenga bino totelema. Totelema biso nyonso. Mesdames et messieurs, avant toute chose, s'il vous plaît, je vous invite à vous lever pour une minute de méditation pieuse pour les victimes des guerres, des massacres, des assassinats, des crimes et plusieurs autres barbaries commis dans notre pays, que ce soit ici à Kinshasa, à Kwamut, à Beni, à Ituri, à Goma et partout ailleurs dans notre pays. Gardons une minute de silence pour tous ces morts. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, merci d'être venus nombreux. C'est vous, s'il vous plaît. M'accueillir ici à Kinshasa. Vous êtes des milliers, ici des 24 communes de notre capitale et des 26 provinces de notre grand et beau pays. Merci d'avoir bravé l'ardeur du soleil, la distance et les péripéties très contraignantes de nos routes. Mes chers frères, chères sœurs, chers amis, merci pour la chaleur de vos cœurs et pour votre confiance en la personne de votre serviteur qui se tient devant vous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est depuis une dizaine d'années qu'au travers de nombreuses associations et personnalités représentatives de notre très riche diversité, les Congolaises et les Congolais m'exhortent à m'engager davantage à leur côté en me présentant comme candidat à la présidence de la République. C'est ainsi qu'en dépit de leurs ressources très limitées, comme l'a très bien signifié Maman la vice-présidente, nos vaillantes femmes du Congo sont allées jusqu'à se cotiser et me remettre la semaine dernière un montant de 160 millions de francs congolais pour payer la caution de ma candidature telle qu'exigée par la loi. Je leur exprime toute humilité du fond de mon cœur, toute ma gratitude. Vous l'avez déjà fait, mais je vais vous demander pour la seconde fois de les acclamer, puisque ce sont mes héroïnes. Mesdames et messieurs,
Je me suis longtemps retenu de répondre à ces appels car, bien qu'on fait de très dures réalités qu'enduire notre peuple, il n'est pas dans mon caractère de m'engager dans une responsabilité aussi grave et noble de manière hasardeuse. En effet, depuis 40 ans, je soigne des malades. Depuis 40 ans, je vis aux côtés des plus démunis de notre société. Ils sont trop nombreux. Ils sont des millions, des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants qui subissent des privations inhumaines. Ils vivent dans une grande misère parce que notre pays va mal. Notre pays va très mal. Et à ces jours, rien n'est fait pour arrêter l'hémorragie. En dépit du torrent des promesses qui lui sont faites par des gouvernants inconséquents, irresponsables, incompétents, l'insécurité, la faim, la maladie, le chômage, l'humiliation sont les lots quotidiens de notre peuple. Bien que doté d'un potentiel incommensurable de développement, notre pays est devenu la honte du continent et la risée du monde. Terrassé de l'intérieur par la mauvaise gouvernance et de l'extérieur par des rapaces qui depuis trop longtemps font mes basses sur ses richesses, il est plus que jamais menacé d'implosion et de la balkanisation. Oui, notre pays est menacé dans son unité, menacé dans son intégrité, menacé dans ses fondations mêmes. Nous sommes devant une crise existentielle sans précédent, caractérisée par des violations répétées des textes réglementaires, y compris la loi fondamentale, menaçant même les vivre ensemble. Les débauchages des parlementaires en cours de mandat, les interventions des forces étrangères sur le territoire national sans débat ni autorisation du Parlement, la désignation par défi des magistrats de la Cour constitutionnelle. Cette crise existentielle concerne également la prédation de ressources nationales. À titre d'exemple, des accords léonais ont permis de brader presque 75% des minéraux du Katanga à certaines entreprises étrangères dont l'impact sur le développement de notre pays est hypothétique. Nous voyons débarquer des gens venant de très loin et qui viennent dans nos villages exploiter notre terre sans autorisation, vendre nos minéraux sur le marché noir et empocher des milliers de dollars. Ce bradage s'est fait au moment où notre peuple manque de tout. Il manque des infrastructures, il n'y a pas de routes, les aéroports en mauvais état, les voies ferrées ne fonctionnent plus, les voies aériennes, nous ne savons plus voyager qu'en passant par l'étranger. Il manque d'énergie, il manque de l'eau potable alors que nous avons l'une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Il meurt de faim en dépit du potentiel agricole exceptionnel de notre pays, condamné honteusement à importer la nourriture faute de la production locale. Cette crise est aussi sécuritaire. La balkanisation de notre pays n'est plus une vue tout simplement d'esprit. Elle est une réalité dangereuse avec les désastres causés par la présence de groupes armés locaux et étrangers dans notre pays. La sous-traitance de la sécurité du territoire à des armées étrangères de l'Eastern African Community et bientôt de la SADC, sans oublier les M23, une milice supplétive du Rwanda en République démocratique du Congo, qui commet des graves crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Nous voyons débarquer également des mercenaires. Nous ne savons pas ils viennent d'où, puisque personne ne nous a informés. Théoriquement, nous sommes en guerre contre les Rwandais, mais dans les faits, notre gouvernement lui a bradé notre souveraineté douanière en permettant aux marchandises venant du Rwanda d'entrer sur notre territoire sans payer les taxes et faute d'une politique, sans payer des taxes,
sous prétexte du commerce transfrontalier. Et faute d'une politique bancaire incitative, l'argent des Congolais est gardé dans des banques rwandaises. C'est une évidence que nous ne gagnerons jamais la guerre qui nous est imposée en laissant notre gouvernement de continuer à financer nos agresseurs en sous-main. Cette crise est aussi politique. La désignation du bureau de la CENI non consensuelle, les assassinats politiques et crimes d'État sont légion. La restriction de l'espace de liberté et la violation de droits, les arrestations arbitraires des militants de la société civile, les journalistes tels que Wajekera, des opposants politiques, nous pensons à Kabouya, ça inquiète. Mesdames et messieurs, certes notre pays va mal. Le risque de le voir disparaître de la carte du monde est élevé, mais cette tragédie n'est pas une fatalité. Le momentum est là pour renverser la vapeur et changer de direction. Ensemble, attaquons-nous au mal qui ronge l'édifice de notre nation. Nous sommes capables d'éloigner les dangers et de résoudre ces problèmes. Nombreux m'ont dit que le système est verrouillé par le pouvoir, que le régime actuel organisera la fraude électorale pour gagner les élections à venir, qu'il fallait attendre que le moment sera plus propice en 2028. Eh bien, je le souligne, le moment propice, c'est maintenant. Pour moi, je connais qu'une recette. Pour faire tout ça, il n'y a qu'une recette, le travail et la discipline. C'est le projet de société que je vous propose. Dans l'histoire de l'humanité, je ne connais pas un seul peuple où je ne connais pas une société qui a atteint la grandeur ou qui s'est redressée sans ériger l'exigence des valeurs suprêmes. Je parle toujours des Chinois quand je suis arrivé à Paris pour la première fois. En fait, l'agent qui était là, lorsqu'il a vu mon passeport, Zahir, il m'a demandé seulement comment va Mobutu Sese Seko Ng'oubène Zabanga et il m'a mis le cachet, je suis passé. Tous les Chinois qui venaient faisaient la queue pour justifier pourquoi ils viennent à Paris. Mais les Congolais, ils passaient sans problème puisque nous étions un peuple grand. 40 ans plus tard, c'est moi qui dois justifier pourquoi je viens à Paris et les Chinois ils passent sans qu'on puisse demander quoi que ce soit. Nous devons nous poser la question. Et cette question, c'est de trouver la voie de pouvoir faire ces différences. Si demain vous décidez de me confier la conduite de notre destin commun, ce que je vous promets, c'est le travail et encore le travail. L'effort, la discipline et le sérieux. Sous le leadership que vous me donnerez, l'ardeur au travail, l'excellence éthique, le mérite, les initiatives privées, individuelles et collectives seront érigées en valeurs cardinales. Et vous avez ces valeurs. Hier, je voyageais avec une citoyenne congolaise et qui m'a raconté son histoire. J'étais impressionné. Elle m'a dit qu'elle a commencé ses affaires avec $50. Aujourd'hui, elle est chef d'entreprise, elle brasse des millions, elle a des entreprises de fabrication diverses. Et ça, je crois que je le vois avec les femmes congolaises. Je pensais que ce sont des femmes qui viennent seulement des régions de guerre. Mais cette fille, elle est une fille de Kinshasa. À 30 ans, elle brasse des millions sans avoir eu de prêts. Donc, vous avez la capacité, sous le leadership que vous me donnerez. Donc, il faut absolument que vous puissiez apprendre que
La seule promesse que je vous donnerai, c'est de pouvoir travailler et travailler encore. Nous devons travailler avec nos têtes, nos mains, pour qu'enfin, nos enfants cessent de mourir de faim sur cette terre sublime. Nous devons devenir un vivier d'entrepreneurs créateurs d'emplois, de richesses et de prospérité pour tous. Nous devons devenir un pôle d'attraction pour les investissements nationaux et étrangers si indispensables au développement de notre pays. Nous devons travailler pour que chaque Congolaise et chaque Congolais ait accès à l'emploi, à une habitation décente, à l'éducation, à la santé, aux infrastructures et à une vie tout simplement digne. À ces propos, mon offre sociétale repose sur un certain nombre de piliers essentiels, commençant par la paix et la sécurité. Et j'aurai certainement l'occasion de m'y appesantir prochainement, car ce sont les 12 piliers qui vont constituer notre programme. Sous le leadership que vous me confierez, cette perspective se réalisera et fleurira, j'en suis sûr. Et c'est là avec la participation de chaque Congolais et chaque Congolaise grâce aux initiatives de tous. Grâce également au retour de l'État et de son autorité organisatrice, régulatrice, protectrice et incitatrice au travail. Nous voulons un État moderne, rigoureux, efficient, juste, qui ne laisse personne sur le bord de la route et qui incarne le progrès, la solidarité et l'espérance. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai entendu votre appel, l'appel du peuple congolais profond. J'ai compris que vous souhaitez que j'incarne votre espoir en des jours meilleurs. Cet espoir ne sera possible que si tous, individuellement et collectivement, désirons réellement et profondément un changement véritable de nos mentalités et une gouvernance véritablement nouvelle pour notre pays. Je ne viens pas pour la continuité. Je vous propose une véritable rupture. Ensemble, travaillons pour arrêter les déclins en cours. Ensemble, cherchons, exprimons le meilleur pour qui se trouve en nous, car nous savons que la grande majorité des Congolais aspirent à tourner les dos à l'absence d'éthique et de responsabilité au sommet de l'État. L'ensemble de la majorité des Congolais aspirent tout simplement à tourner les dos à l'absence qui a engendré et entretenu les désordres politiques, absence qui a occasionné l'immense gâchis économique et social et qui alimente les désastres sécuritaires que nous connaissons sous les régimes actuels. Absence qui, si rien n'est fait maintenant, conduit inexorablement et rapidement notre pays vers la situation dangereuse d'un État failli. Mesdames et messieurs, dans une démocratie, ce changement que nous appelons de nos vœux ne peut passer que par le vote. C'est vous qui, le 20 décembre prochain, déciderez du sens que votre vote prendra. En ce qui me concerne, tirant les leçons de nos faiblesses collectives, des lacunes et des vicissitudes des 3 derniers scrutins présidentiels, j'appelle à la coalition et à l'unité de toutes les forces du changement pour faire gagner notre peuple. Dans le contexte de profonde et dangereuse décadence de notre pays, cette exigence de l'unité doit transcender toutes les autres considérations. Je me tiens à la disposition de toutes les forces qui veulent rencontrer les attentes légitimes, mais chaque fois déçues de notre peuple. Je vais ardemment contribuer à l'émergence des conditions favorables à cet essor et cet envol commun que j'appelle de toutes mes forces. Mesdames et messieurs, chers amis, l'avenir que nous voulons est un contrat social entre un dirigeant et le peuple. Ce contrat impose à chaque partie des responsabilités. J'ai fait état de ce que je crois être mon devoir vis-à-vis des futurs électeurs que vous êtes vis-à-vis des futurs alliés. Quant à vous, permettez-moi de vous dire que votre devoir en tant que citoyen sera d'abord d'aller voter massivement pour le changement.
Mais il ne suffira pas d'aller voter pour espérer gagner. Les derniers cycles électoraux nous ont démontré et appris que les résultats des votes publiés par la CENI sont rarement conformes à la vérité exprimée par les citoyens dans les urnes. C'est une réalité indiscutable, malheureusement, qui risque de se répéter le 20 décembre prochain du fait de nombreuses et graves irrégularités dénoncées par la plupart des organisations de la société civile, particulièrement l'ASEMCO et l'ECC. La fraude est d'ores et déjà programmée. Nous le savons tous. Ne soyons pas naïfs. Mais notre devoir n'est pas seulement d'aller voter, il est aussi de nous assurer que notre vote ne sera pas volé. Notre combat implique la vigilance du peuple congolais, une vigilance active, une vigilance des terrains. Pour cela, il faudra vous mobiliser massivement et pacifiquement pour contrôler les processus à chaque étape. C'est de votre droit constitutionnel opposable à tous. Ne restons pas les bras croisés. Nous l'avons trop longtemps fait et aujourd'hui nous en subissons les conséquences. Nous avons le droit de contester les résultats d'une élection truquée avant, pendant et après le scrutin. Le vote est un des moments clés d'une démocratie. Nul n'a le droit de l'usurper au risque de mettre en marche une révolution démocratique. Car le peuple est le seul souverain. Et les femmes et les jeunes ont un rôle central à jouer dans cette révolution démocratique. Face à un peuple déterminé à défendre ses droits constitutionnels, le régime actuel aura raisonnablement intérêt à tirer les leçons des récentes mésaventures de certains dirigeants africains qui, ivres du pouvoir, se sont crus plus forts que le peuple. Nous, Congolais, nous ne sommes pas un peuple de moutons. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai fait le tour de la question en soulignant le contrat de redevabilité qui nous lie. Chacun a sa part de responsabilité dans ces grands projets de reconstruction de notre pays. L'une des clés de cette renaissance est entre vos mains, c'est le vote.